Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence si nombreuse. Alors, nous allons parler trans et voyage chamanique. On a un très beau plateau aujourd'hui. Alors, je commence par Myriam, qui est une consoeur journaliste. Je me présenterai après, hein. Myriam, donc, est d'abord journaliste, mais maintenant, elle a repris un cycle d'études et elle est doctorante en histoire de la parapsychologie, de l'ésotérisme, pardon, et de la parapsychologie, après un master en philo. Ensuite, on a Laetitia Merli, qui est docteur en anthropologie et qui est aujourd'hui thérapeute, spécialiste de l'hypnose notamment, et qui est également réalisatrice de documentaires sur le chamanisme. Elle est également aujourd'hui experte dans ce qu'on appelle le mouvement du néo-chamanisme, le revival, on va dire, du chamanisme, notamment ici en France, en Occident en général. Charles Stepanov, qui est anthropologue également, avec un parcours en philo aussi, qui est un spécialiste du chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale, et qui vient de publier un livre au mois d'août, là, qui s'appelle Voyager dans l'invisible. Voilà, dont le sous-titre est Technique chamanique de l'imagination. C'est bien ça? C'est ça. Et donc, je précise également que Myriam a publié récemment Les mystères de la conscience aux éditions Hachette. Alors, en deux mots, donc moi je suis Jocelyn Morisson, je suis journaliste aussi. C'est pour ça on se connaît avec Myriam. J'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle, puisqu'on va lancer très bientôt une revue qui va être consacrée au peuple racine. Cette revue va s'appeler Native, elle sera trimestrielle sur abonnement et elle va aborder toutes les problématiques qui concernent les peuples premiers, peuples autochtones, indigènes, etc. Aussi bien dans les dimensions donc, sociales, politiques, écologiques, environnementales, artistiques, culturelles, scientifiques, tout ce qu'on veut. Donc je pense que si vous vous intéressez à ce sujet, vous en réentendrez parler. On aura un numéro 1 qui sortira à peu près au mois de juin. Voilà. Alors, trans et voyage chamanique. Donc on inaugure en fait le cycle ici consacré au chamanisme et à ce qu'on appelait l'éveil des consciences, hein. Je voudrais commencer peut-être par essayer de vous faire réagir, rebondir sur ce mot trans, puisque en préparant cette table ronde, j'ai lu quelques papiers sur vous, Charles, notamment autour de votre livre, qui a eu pas mal de presse, une très bonne presse d'ailleurs, hein. Une presse assez unanime, comme on dit. Mais vous dites que la transe, ça pose un problème. En tout cas, vous dites que l'anthropologie universitaire que vous représentez, l'anthropologie académique, disons, elle a des réticences vis-à-vis du mot trans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil ce soir. Merci à tous d'être présents. Alors sur la transe, je dirais qu'il n'y a pas une position unanime des universitaires sur cette notion. Certains l'emploient, d'autres l'évitent. On l'évite, moi je l'évite pour une raison bien simple, c'est que c'est très imprécis en fait. Derrière le mot trans, on va mettre toutes sortes de réalités que en fait les Occidentaux ne comprennent pas. Et c'est pour ça que les premiers voyageurs, les premiers ethnologues qui sont allés sur le terrain en Sibérie ou en Amazonie ou ailleurs, eh bien, ont employé la notion de trans pour décrire des phénomènes qui leur paraissaient un état de l'esprit sauvage, incontrôlé, anormal. Et du coup, eux, ils se positionnaient comme humains rationnels, porteurs des Lumières. Et donc, par contraste, ils définissaient ces attitudes qui leur paraissaient bizarres comme de la transe. Alors, heureusement, l'ethnologie a progressé depuis ce moment-là, depuis fin 19e, et il y a des gens qui se sont mis à apprendre les langues des peuples autochtones. Et alors ça a changé le point de vue. On s'est rendu compte que ce chaman qui criait, qui prononçait des paroles incompréhensibles, les gens ils les comprenaient, les paroles dans son entourage, puisque c'était dans leur langue. Donc il y avait juste là un problème de barrière linguistique qui fait que maintenant, si on apprend la langue, on se rend compte qu'il y a un message extrêmement construit, que finalement le fil conducteur de la plupart des traditions chamaniques, c'est les chants,
le chant chamanique, c'est ça qui est transmis de génération en génération. Et ces chants, c'est des sommets de poésie, d'une richesse, d'une complexité extraordinaire. Ça donne du fil à retordre à des linguistes, des anthropologues linguistes qui essayent de comprendre les mécanismes linguistiques mobilisés là-dedans. Ce qui fait qu'on se dit, d'écrire tout ça avec une notion de trance, c'est très réducteur. On a quelque chose d'extrêmement riche qui implique beaucoup de maîtrise, qui implique un travail de très longue durée des chamans pour arriver à produire ces chants d'une grande beauté. Et les chamans à Tuva en Sibérie me disaient, c'est capital le chant. Il faut comprendre le chant pour qu'il y ait une efficacité thérapeutique. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue occidental, on l'oublie un peu. Et la notion de trance le met un peu de côté, ce nécessaire partage entre le chaman, le public, le malade. Il faut qu'il y ait de la compréhension, il faut qu'il y ait un partage d'un ensemble d'expériences socialisées. Oui, et d'ailleurs, si je peux compléter, dans les langues justement des peuples concernés, ce mot trans n'existe pas. Voilà, donc c'était là aussi la preuve que pour eux, ce n'était pas un état important, puisqu'ils n'ont même pas de langue pour le définir. Oui, il y a plein de mots comme voilà. ça, pour lesquels nous, enfin même des concepts entiers qui n'ont pas de correspondance évidemment dans ces traditions-là, hein, c'est clair. Est-ce que cependant, Charles et puis Laetitia pourraient réagir là-dessus aussi? Est-ce que vous retenez, vous, cette idée d'état modifié de conscience? Parce que ça, c'est un terme qui est un peu à la mode, c'est une formule qui est très à la mode. On en parle notamment dans les neurosciences. On peut parler de Corinne Sombrin et de ce fameux film, donc Un monde plus grand. Peut-être beaucoup d'entre vous l'ont vu. Ça a jeté un coup de projecteur quand même assez important sur cette notion. Vous parlez dans votre livre, vous centrez votre thèse, hein, je ne veux pas trahir en concentrant trop le propos, mais vous parlez d'imagination. Est-ce que l'état modifié de conscience, c'est une notion que vous retenez comme étant valide finalement? Alors, c'est une notion intéressante pour les psychologues, pour les neurophysiologistes. J'ai travaillé avec des gens qui travaillent sur le coma, par exemple. Et alors, des individus dans le coma, ils sont clairement dans un état modifié de conscience. Mais ça ne suffit pas à décrire à nouveau la richesse du phénomène chamanique, qui en fait, à mon avis, c'est ce que j'ai retiré finalement à la fois de mon terrain et de la comparaison à travers différentes ethnographies chez différents peuples. Le chamanisme va mobiliser toutes les ressources psychologiques de l'esprit humain. Pas uniquement les états modifiés de conscience, des états de transe, de perte de contrôle, mais tout un ensemble extrêmement vaste que nous avons tendance à ignorer en Occident parce que nous avons une vision de l'esprit dualiste qui sépare des états normaux, rationnels, et des états irrationnels, sauvages. Derrière ça, il y a un ensemble de dualisme de la pensée occidentale entre le sauvage, le domestique, le naturel, le culturel. Et alors, les sociétés qui ne sont pas prises dans ces dualismes-là vont avoir un rapport à leur propre esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus exploratoire. Donc moi, les chamans, quand par exemple, ils me parlaient de certaines visions, de certaines expériences qu'ils font. Par exemple, on est juste là comme avec vous, vous êtes chaman, vous allez me dire, tiens, tu as quelque chose sur l'épaule là qui est bizarre, qui est lourd, c'est d'une certaine couleur, ça indique quelque chose sur toi. Le chaman qui me dit ça, il n'est pas spécialement dans un état modifié de conscience. Il est juste comme vous et moi. Ou bien il va me dire, je sens qu'il y a quelque chose qui te pèse là. Je vois à travers ton corps. Je suis capable de lire dans ton esprit. Alors, est-ce que c'est de la transe? Est-ce que c'est Non, c'est juste une capacité d'ouverture sur des choses qui se cachent derrière le visible, qui sont les états intérieurs de chacun. Donc avant tout, c'est des grands psychologues, les chamans, parce qu'à partir de certains indices visibles, ils voient ce que vous avez dans la tête, ils peuvent appeler ça une âme, etc. Mais cette capacité que finalement nous, on a tous, hein, tous les humains sont capables de lire dans l'esprit d'autrui, c'est ce qu'on appelle l'empathie, la socialité, eh bien, ils le développent à un degré supérieur et ils ne le limitent pas à l'humain, puisqu'ils vont être capables de percevoir des états psychologiques chez les animaux, mais aussi chez les montagnes, dans les fleuves, dans les arbres, etc. D'accord, alors j'enfonce un petit peu le clou quand même. Quand on voit Corinne Sombrin qui se transforme en loup, là on est quand même dans un état très modifié de conscience. Là, ça c'est un terme pour lequel aussi, enfin c'est un état pour lequel le mot trans, en l'occurrence, est retenu peut-être plus en Occident qu'ailleurs. Mais là, elle est vraiment dans un état complètement différent. Donc peut-être chez les chamans, il y a un continuum, quelque chose de naturel. Mais dans des cas extrêmes comme ça, on est ailleurs, quoi, dans un autre monde.
Oui, mais je pense qu'elle a elle-même évolué, Corinne Sombrin, là-dessus. Elle n'emploie plus le terme trans-chamanique parce qu'on lui a dit, écoute Corinne, quand même, ça n'a rien à voir avec le chamanisme de Mongolie. C'est intéressant ce qui lui arrive. Mais les chamans de Mongolie n'agissent pas comme ça. Ou alors c'est quelque chose de très minoritaire. On parle de transcognitive maintenant. Voilà, elle va plutôt employer de façon plus prudente, effectivement, transcognitive. Mais le chamanisme mongol, il a été étudié par des Mongols depuis le 19e siècle. D'ailleurs, Banzarov publie des chants chamaniques. C'est centré sur une tradition de chant. Et dans les expériences comme celle de Corinne Sombrin, je ne vois pas le chant. Voilà. Donc des gens qui entrent en transe... Oui, elle se laisse traverser aussi. Il n'y a pas cette idée de elle est ailleurs. On pourrait dire la transe, elle est ailleurs. Il y a cette idée de intérieur-extérieur. On est où? Bon, on ne sait pas vraiment. Elle n'est pas vraiment ailleurs, mais en tout cas, elle se laisse traverser par des énergies qui la font agir et réagir d'une certaine manière. Moi, je préfère parler d'expansion de conscience, finalement, plutôt que d'état modifié de conscience. Parce que c'est quoi un état ordinaire par rapport à un état extraordinaire? C'est ça, c'est que tout ce qui est lâcher prise, tout ce qui est présence à soi, est déjà un état extraordinaire. Il n'y a pas d'état de référence. Tous ces moments de rêverie, de lâcher prise, de relaxation profonde, ce qu'on peut appeler tout simplement la présence à soi, dans une espèce de conscience du moment présent, on est déjà dans un certain état. Après, il y a cette idée d'ouverture et de fermeture, justement, auquel on peut s'entraîner. C'est un exercice et par entraînement, on peut agrandir cette capacité, on peut augmenter cette capacité à s'ouvrir et justement à se laisser traverser. Donc là, quand on parle de Corinne, moi j'y étais justement, parce que quand elle a commencé à faire le loup et tout ça, c'est les périodes où on était ensemble en Mongolie, et on voyait bien que c'était un moment où elle se laissait traverser par d'autres énergies. Mais ça la prend par surprise la première fois en fait. Par surprise dans déjà quelque chose qui est préparé. Ça ne lui arrive pas comme ça dans la forêt. C'est qu'il y a déjà un rituel qui est en place, c'est avec le tambour, etc. Donc c'est par surprise, mais elle était là mais comme c'est quelque chose qu'on attend. Elle était là comme musicologue, on est bien d'accord, pour faire un enregistrement, et finalement ces vibrations, ces sons, ces tambours l'ont prise, alors qu'elle s'y attendait pas, elle venait pas pour ça. Elle venait en tant qu'observatrice occidentale pour faire une prise de son, quoi. C'est ça, non ? Ça c'est le film. Voilà, on va dire que le film c'est pas exactement la réalité. C'est dans son livre aussi. Non, ouais. Mais alors, justement, l'hypnose, ça, c'est un état modifié de conscience. Le rêve, voilà, c'est un état modifié de conscience. C'est pour ça que je rejoins Charles aussi sur cette idée d'imaginaire, en fait. Voilà, de vraiment développer cette capacité à l'imaginaire, qui est aussi une capacité à développer ses sens et de pouvoir, dans des mondes virtuels, être en immersion. C'est-à-dire, c'est comme si on y était. Donc c'est là aussi où il y a toujours cet aspect intérieur, extérieur, on est où exactement. Mais en tout cas, par l'imagination, on peut se retrouver dans des espaces virtuels dans lesquels on a des perceptions comme en vrai. Alors, et donc c'est comme ça qu'avec l'hypnose, on va utiliser ces voyages-là. Oui, c'est-à-dire que très souvent, les chamans, quand ils racontent leur vie, leurs premières expériences, c'est dès l'enfance. Ça passe par le fait de voir des choses que les autres ne voient pas, mais sans un état particulier, sans que ça se manifeste d'une façon quelconque. Et c'est d'observer un petit être qui se balade, de communiquer avec les oiseaux, d'être attentif au son dans la forêt, des petites choses comme ça. Et ensuite, ils vont le cultiver, ils vont le développer. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle mind wandering en anglais, l'esprit qui se balade, qui va ici et là. Et ça fait partie du capital psychologique humain de chacun de nous. C'est ça que j'essaye de développer dans le livre. C'est pour ça que je repousse l'idée d'état modifié de conscience, de quelque chose de quasi pathologique. En fait, en réalité, il s'agit de compétences partagées que simplement nous, on met sous le boisseau. La rêverie, par exemple, les psychologues qui mesurent le temps qu'on passe à rêvasser et être un peu dans la lune, ça représente 50% du temps éveillé de nous tous. Et on a tendance à le négliger, on ne s'en rend même pas compte. Et dans les sociétés à tradition chamanique, au contraire, on va le stimuler, le cultiver et en faire quelque chose de social pour élargir les horizons. Des enfants qui voient des choses invisibles, des amis imaginaires et tout ça, ça existe aussi ici, oui, bien sûr. Sauf qu'à un certain âge, on leur dit d'arrêter ça. Absolument. Alors que je pense qu'il y a des cultures où justement les enfants sont encouragés à cultiver cette faculté, et que je pense aussi qu'on a tous
cette faculté à développer notre intuition, à développer l'imaginaire, et que c'est des choses que peut-être dans notre société, on a un peu brimées par rapport à des sociétés où c'est valorisé puisque ça a une fonction sociale et thérapeutique. D'accord. Myriam, tu veux réagir sur cette notion d'état modifié de conscience et à quoi finalement est-ce qu'on accède à des mondes qui ont, on va dire, une réalité, un substrat ontologique, ou est-ce qu'on accède à quelque chose qui est purement de l'ordre de l'imaginaire et du virtuel, et dans le sens où virtuel s'opposerait à réel? Et après, on rentre dans un débat philosophique sur qu'est-ce qui est réel, évidemment. Alors, c'est justement toute la question, en fait, et c'est difficile d'y répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que... voilà, je vais prendre un exemple. Quand René Descartes inaugure la philosophie contemporaine, le geste majeur qu'il va opérer, c'est d'envisager que l'expérience consciente a une façon d'être au monde qui est différente que les choses empiriques. Voilà, il va ouvrir un espace de transcendantalité. Et donc, c'est toute cette question d'imaginer qu'il peut y avoir des phénomènes qui ont une ontologie qui sera différente que celle des objets empiriques. À partir de là, voilà, il y a plein de philosophes qui vont envisager donc différentes ontologies. C'est toujours difficile de se prononcer, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi toutes les tentatives qu'il y a eu à partir du 19e siècle, où on voit la naissance de la parapsychologie, c'est-à-dire où là, pour la première fois dans l'histoire, on a des chercheurs, des scientifiques qui souhaitent aborder ces phénomènes dits extraordinaires ou paranormaux qui vont toucher à certains phénomènes chamaniques et qui vont essayer de les objectiver. Alors plutôt que de parler de quelle est l'ontologie du phénomène, on peut déjà dire qu'il y a eu des tentatives pour, en tout cas, objectiver leur effet. C'est-à-dire essayer de montrer que même si leur ontologie reste mystérieuse, elle a un effet réel sur notre réalité. Et donc là, on a des recherches sur toutes les capacités, ce qu'on appelle psy, c'est-à-dire la télépathie, la voyance, la précognition, dont les chamans souvent montrent des signes, hein, ils ont vraiment ces capacités. Mais ça fait partie de leur réalité ordinaire, même ça, on pourrait et dire. donc, on a tout un corpus de recherche qui va objectiver, qui va montrer que ces capacités sont, là je rejoins, sont une capacité de l'être humain. Et en fait, on n'est pas juste avec des sujets psy exceptionnels, on est aussi avec tout un chacun qui semble être capable d'ouvrir ces capacités. Oui, je pense qu'il y a un consensus là-dessus sur le fait qu'en Occident, on s'est coupé de tout un tas de facultés qu'on a qui sont finalement naturelles. Mais que vous, Charles, vous ramenez quand même à des fonctions de l'imagination, à des fonctions de l'imaginaire. Donc c'est quand même quelque part problématique. Je vous pousse dans vos retranchements académiques, mais quand vous parlez d'esprit, par exemple, qu'est-ce que c'est un esprit dans votre esprit à vous? Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe que dans l'imagination du chaman, ou est-ce que c'est quelque chose qui a une existence réelle, disons? Alors, je tiens à préciser que la notion d'imagination, telle que j'essaie de la redéfinir dans mon bouquin, elle essaye de s'extraire du dualisme imaginaire-réel. Et ça, c'est fondamental, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de dire ces gens-là, ils vivent avec une imagination, c'est leur culture, et puis nous, on décrit le réel parce qu'on a la science objectivante occidentale. Ça, c'est un dualisme qui a été complètement rejeté par l'anthropologie, donc évidemment, il ne s'agit pas pour moi de le réinstituer, mais au contraire, d'essayer de comprendre comment redéfinir l'imagination, donc en échappant à un dualisme dont j'essaye de faire la généalogie, qui remonte en fait aux Grecs, à Aristote, Héraclite, qui définissent l'imagination comme quelque chose, et le rêve comme quelque chose qui nous trompe, qui nous fait sortir du réel. Alors que la plupart des autres sociétés, elles ne définissent pas l'image mentale et le rêve en opposition au réel, mais en approfondissement des perceptions de la vie quotidienne. Et même pour beaucoup, le rêve a un degré de réalité supérieur à la vie diurne et permet de l'expliquer. Alors la question de l'ontologie, pour moi, elle n'a pas d'intérêt anthropologique, en fait, de se demander est-ce que ce que les gens disent, c'est imaginaire au sens ontologique ou réel. Tout simplement, je redéfinis l'imagination comme la capacité des gens, des humains, à sortir de l'ici et maintenant pour se projeter dans des perceptions non sensorielles,
perception non sensorielle, c'est pas du tout mystique ou magique, hein, c'est tout ce qu'on voit quand on ferme les yeux, la nuit quand on dort. Tous les humains font l'expérience de ça. On est tous capables à chaque instant de décrocher de la situation où on est, dans l'ici et maintenant, pour se projeter dans nos futures vacances, se projeter dans le repas qu'on va préparer le soir prochain. Et bien ça, c'est déjà une action comparable au voyage chamanique, parce que ça consiste à sortir du visible pour aller dans l'invisible. Alors la question, est-ce que les esprits, par exemple, qu'est-ce que ça représente les esprits ? Eh bien, il faut le prendre simplement à la base. Déjà, entre nous, là, moi je vous attribue un esprit, j'espère que vous m'en attribuez un. En tout cas, on interagit comme si on avait des esprits. Mais votre esprit, je ne le vois pas. Je vois juste votre corps. Je ne vois pas vos intentions. Je ne vois pas ce que vous avez dans la tête. Et pourtant, je pense que ça existe. Donc, voilà, je projette des choses. Et bien, c'est pareil quand j'interagis avec un chien. Là aussi, je lui prête des intentions. Et on le fait tous naturellement. On est tous capables de décoder le sens des aboiements d'un chien. Des études de psycho qui le montrent. Donc, et ensuite, la question, elle va se poser, est-ce que ça fait sens ou pas d'attribuer un esprit à la forêt ? Ça, occidentaux, on se dit, oh là là, ça va quand même un peu loin, qu'est-ce que ça signifie ça ? L'idée, alors moi, les Touva, ils vont pas tellement me dire la forêt a un esprit, ils vont me dire la forêt, elle peut se venger. C'est ça. La forêt, elle a des émotions, donc elle peut se venger, elle réagit à nos actions. Est-ce que ça, c'est rationnel ou irrationnel ? Je crois que c'est rationnel. Si on écoute ce que nous disent les écologues, les gens qui travaillent sur les forêts, si on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en 2019, on n'a jamais eu autant d'hectares de forêts qui ont brûlé, et on voit que ça nous retombe dessus. Donc les mauvais traitements qu'on peut avoir par rapport à l'environnement, les forêts, les montagnes ou autres, eh ben, ils nous retombent dessus. Et ça, c'est effectivement être capable d'avoir une vision écosystémique des relations entre tous les êtres, et être capable d'entretenir du coup un point de vue, l'idée qu'on peut avoir des relations sociales avec les êtres naturels, qu'on a des devoirs, des engagements, qu'il y a des choses inadmissibles, qu'il y a une forme d'égard, de respect qui sont nécessaires. Voilà, et bien ça peut tout à fait être admissible d'un point de vue occidental, il me semble. Absolument. Myriam, là-dessus ? Oui, j'aimerais rebondir sur cette question de comment on peut penser la réalité des esprits. Juste un petit rappel, pour penser la réalité des esprits, il faut avoir les équipements philosophiques pour les penser. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans un paradigme matérialiste qui va penser qu'il n'y a que de la matière, on n'est pas équipé pour les penser. Donc il y a aussi, sur le plan philosophique, des questions qui font que soit il faut être dualiste et penser qu'il y a au moins une dimension esprit en plus de la dimension matérielle, mais encore plus intéressante, il faut être moniste, c'est-à-dire penser, et c'est le système de base de toutes les pensées chamaniques, que tout est esprit, tout est conscience. Et en ce sens-là, dans un système où tout est esprit et tout est conscience, peuvent exister des formes d'expérience consciente qui ne sont ni matérielles, ni biologiques, et qui sont de forme invisible. Donc c'est toujours difficile d'aborder ces questions depuis notre culture qui est foncièrement matérialiste et qui hérite d'une tradition dualiste, puisque ces pensées-là, tout du moins dans leur origine, sont monistes en fait. Elles pensent que tout est esprit. Donc ça change un peu la donne au niveau des discussions. Tout est esprit et tout a un esprit. Le cosmos, la terre, la forêt, les montagnes. C'est là où il y a une nuance. C'est-à-dire quand on dit tout a un esprit, on est dans le dualisme. C'est-à-dire il y a une chose qui a un esprit. Mais la base, c'est que tout est esprit. Oui, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce dualisme aussi par rapport au réel. C'est vrai, c'est faux, c'est réel, c'est immatériel. Mais plutôt de voir ça comme une complémentarité. Enfin, pour moi, l'imaginaire enrichit le réel. Voilà, on ne pourrait pas être que dans le réel. Hein, puisque toute la journée, on pense, on se projette. Donc on a aussi des projections par rapport à nos propres actions. L'imaginaire est une extension du réel, on peut dire. Oui, c'est vraiment complémentaire et ça enrichit le réel. On ne pourrait pas être dans le réel sans imaginaire. Alors justement, j'ai un exemple concret quand même, parce que peut-être, Charles, vous avez lu ça, c'était une interview de Philippe Descola, qui est votre préfacier, qui a été publiée dans Reporter. C'est une interview qui s'est faite ici même, je crois. Il donne l'exemple d'une personne qui, dans un rituel, raconte qu'elle a été visitée par l'esprit du manioc. Vous l'avez vu, vous connaissez l'exemple, non ? Elle rêve qu'elle est visitée par une femme, donc l'esprit du manioc se présente à elle comme une femme, et cet esprit vient lui reprocher de l'avoir plantée trop près de plantes empoisonnées.
Donc comment interpréter ça? Est-ce que c'est vraiment la plante qui vient communiquer une information ou est-ce que ça veut dire forcément que l'information était déjà dans l'inconscient de la rêveuse d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle avait planté cette plante trop près de la plante empoisonnée et que du coup il faut en appeler à Freud ou à Jung ou à je sais pas qui pour dire que dans son rêve cette information se manifeste mais elle était déjà contenue quelque part en elle, quoi. Oui, en elle ou dans plus grand qu'elle. En tout cas, pour les chamans, et je crois qu'il y a un auteur, un chaman qui est un peu un contre-anthropologue de l'Occident, qui a un message très important à nous adresser, c'est David Kopenawa, chaman Yanomami. Il y a eu une interview de lui dans Le Monde il y a quelques jours. Oui. Il sera dans le premier numéro de Native aussi. Oui. Et il nous explique bien finalement les différentes attitudes par rapport au rêve entre les Indiens d'Amazonie et nous. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à chercher dans le rêve ce qui était déjà dans nous. En fait, qu'est-ce que le rêve révèle de nous? C'est l'approche psychanalytique. Le rêve, soit il n'a aucun intérêt, on n'en parle pas en Occident, soit on en parle à son psy pour qu'avec lui, on arrive à apprendre des choses sur soi-même. Et David Kopenawa nous dit, c'est affligeant ce que vous faites du rêve. C'est tellement égocentré, tellement pauvre. Alors nous, on fait tout autre chose. Le rêve, au contraire, c'est le moment où on peut sortir de sa vie consciente ordinaire, sortir d'un monde où on est entre soi, entre humains, pour aller explorer d'autres formes de monde, et précisément les mondes des existences vivantes qui nous entourent dans la forêt, donc le monde des pécaris, le monde du manioc, etc. Alors, d'où ça vient réellement, ça c'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que chez les chamans, et les sociétés d'ailleurs où il n'y a pas de chaman mais qui cultivent le rêve, ça existe aussi sans chaman, c'est tout à fait possible, eh bien le rêve, pour qu'il soit une ouverture sur le monde, il faut qu'il soit travaillé à l'avance dans la journée. Donc c'est toute une écologie en réalité. Évidemment, c'est tout un rapport à l'état diurne aussi, au manioc, au pécari, à la forêt, qui font qu'on va être attentif, on va ouvrir l'œil, et ensuite certaines images, peut-être, on va les retravailler avant de s'endormir. On va y penser. Ça se prépare un rêve pour qu'il soit riche. C'est tout un art. Il y a vraiment un aspect culturel et social du rêve, des traditions oniriques qu'on a du mal à considérer comme sérieux chez nous, parce que chez nous, toute l'iconographie, elle doit être matérialisée. Mais dans plein de sociétés, il n'y a aucune iconographie matérielle. Et par contre, il y a des iconographies extraordinaires, riches comme le musée du Louvre, mais sous une forme invisible. Alors, mais ça, c'est le résultat d'un travail au moment, ce que les psys appellent le sommeil hypnagogique, juste avant l'endormissement, et ensuite être capable de diriger plus ou moins le rêve, et puis surtout le retenir, le mémoriser et le partager. La première chose, ça va être ensuite au réveil de le socialiser. Ça va lui donner une valeur qui fait qu'ensuite il va être stimulé, il va être enrichi, de plus en plus approfondi d'une nuit à l'autre. Mais il y a beaucoup de sociétés traditionnelles où le rêve, en fait, guide la vie diurne, la vie éveillée. Je sais pas, je pense aux ça pose la question des des enseignements qui sont reçus en état de transe, justement, de savoir si ces enseignements étaient là avant dans l'inconscient de la personne ou si c'est une espèce de branchement sur un inconscient collectif. Donc de savoir si on peut se... Il y a des rêves qui sont porteurs d'informations sur le futur, par exemple. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça rationnellement ici en Occident? Ça n'a pas de sens. Mais il faut savoir que cette notion d'une clôture du sujet sur lui-même, et donc cette notion d'un inconscient qui n'appartient qu'au sujet lui-même, est une notion qui émerge à la fin du 19e siècle. Donc c'est déjà une notion qui est très récente en Occident et qui, selon certains chercheurs, comme par exemple Bertrand Meheust, ont été des scénarios qui ont été mis en avant pour éviter les thèses qui étaient travaillées par tout le magnétisme animal ou les recherches somnambuliques, qui étaient trop inacceptables pour le paradigme matérialiste, le paradigme scientifique. Donc il a fallu quelque part évacuer la possibilité qu'on soit interconnecté psychiquement et qu'on puisse recevoir donc des informations qui proviennent de sources à l'extérieur de nous pour mettre en avant un modèle de l'inconscient qui soit clôturé sur lui-même. Mais on voit aussi que rapidement, derrière notamment l'inconscient freudien, qui par ailleurs s'intéressait beaucoup à la télépathie et qui était membre de la société psychique, la SPR, donc la Society for Psychical Research,
On voit que derrière Freud, très vite, il y a d'autres psychiatres qui vont réouvrir l'inconscient. Ensuite, notamment Jung. il a rejeté tout ça dans la boue de l'obscurantisme, comme il a dit. Et Oui. c'est quand même Jung qui a pris le relais. Là, on rentre dans une discussion un peu technique. Mais... Oui, mais enfin, il a quand même maintenu un intérêt voilà, tout du long de sa vie pour ces questions-là. D'accord, parce que quand Charles parle de perception non sensorielle, Alors là, toi, moi, c'est vrai que ça me sujet, fait réagir un ton petit sujet peu. d'étude, c'est les perceptions extrasensorielles. Donc, est-ce qu'il y a un continuum Oui, mais ou... le problème étant que même quand on est dans le domaine des perceptions extrasensorielles, elles sont sensorielles, puisqu'elles se donnent à nous, dans une vie subjective. Donc, quelque part, elles sont vécues de manière sensorielle. Et d'ailleurs, il y a énormément d'études, encore une fois en parapsychologie, qui montrent que le corps réagit en premier avant que l'information arrive au niveau cognitif. C'est-à-dire quand on étudie le pressentiment, on a des réactions physiologiques avant que la personne ait une information. Donc ça passe par les canaux sensoriels. Mais effectivement, la source est extrasensorielle, c'est-à-dire qu'elle est éloignée dans l'espace-temps. Elle n'est pas accessible de manière directe par les sens de la personne. Donc c'est pour ça qu'on parle d'extrasensorialité. Mais voilà, moi je suis assez engagée sur cette question-là. C'est vraiment un vécu corporel. Et on pourrait même partir sur l'hypothèse que le corps physique doit être envisagé comme un dispositif capable d'accéder à des informations extrasensorielles, c'est-à-dire éloignées dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il faudrait modifier notre vision du corps, ne pas le réduire à une machine biologique. Parler de plusieurs corps, comme dans certaines traditions. Alors, il y a effectivement la question des corps subtils, mais même sans aller sur la question des corps subtils, de vraiment poser un regard différent sur le corps vivant, qui n'est pas qu'une machine biologique. Voilà, c'est un dispositif mystérieux qu'on ne comprend toujours pas, vraiment. Oui, de toute manière, il y a des études menées même pour des entraînements de sportifs qui s'imaginent faire le geste et qui le vivent physiologiquement avec des capteurs, même au niveau des fibres musculaires. Donc, pour moi, tout est sensoriel. Et ce qui est vécu dans ce monde virtuel, il est vraiment vécu avec le corps. Mais vous utilisez ça en thérapie, finalement, justement. Vous utilisez cette hypnose, technique-là. c'est ce qu'on utilise de toute manière, puisqu'on va emmener les gens aussi en voyage guidé, mais en laissant une grande part à l'exploration aussi personnelle, pour que les gens aillent résoudre leurs problèmes. C'est une espèce de projection dans un monde virtuel de situations dans lesquelles ils peuvent résoudre des problèmes. D'accord, parce que Charles, tu veux réagir, vas-y. On pourrait juste signaler que dans certains systèmes chamaniques, alors moi je ne suis pas experte du chamanisme, mais il me semble avoir compris que dans certains systèmes chamaniques, la réalité qu'on perçoit n'est pas la réalité. C'est-à-dire que finalement, on est dans un rêve partagé. Et donc, il y a cette notion qu'il est difficile de se référer à quelque chose qui serait mis en avant comme étant une réalité, en fait. Donc on est plus dans des choix communs, comme si, ensemble, on stabilisait une expérience de rêve qu'on expérimenterait comme étant réelle, mais qui pourrait tout à fait être différente si le choix collectif était différent. Voilà. Donc il y a aussi, voilà, quand on rentre dans ces systèmes-là, on est sur des confrontations de la notion de réalité qui sont assez vertigineuses. Oui, parce qu'on est très cadré par le paradigme matérialiste encore ici. Oui, après, si le chaman fait un soin, par exemple, même dans le monde non réel, il va agir sur certaines énergies, par exemple, qui vont se matérialiser dans le corps de la personne. Donc, ce n'est pas juste un rêve partagé, c'est quand même un rêve dans lequel il y a une certaine agentivité et une certaine efficacité pour que les résultats soient perceptibles dans le monde réel. Alors, tu peux réagir ? Oui. Non, mais il a accès à des informations qui sont capables de modifier ce rêve partagé, qui est le monde réel, ce qu'on expérimente comme étant le monde réel. La réalité phénoménale, phénoménologique. Quoi, voilà. Ouais. Charles, quand vous parlez de voyage
finalement dans l'imaginaire ou de voyage de l'imagination. Je ne sais plus quelle terminologie vous utilisez exactement. Est-ce que c'est pas la façon anthropologiquement correcte de dire ce que d'autres appelleraient le voyage de l'âme, finalement? Est-ce qu'il y a certaines traditions où on va parler de l'âme? Nous, ici en Occident, on a du mal à parler de l'âme parce que c'est un concept religieux. J'imagine que ce n'est pas un outil de travail pour les anthropologues universitaires non plus. Si, bien sûr, oui, j'ai décrit plusieurs chapitres sur le voyage de l'âme dans différentes traditions, chez les Khakas, chez les Yakoutes, et comment ça se passe. Ça veut dire que vous reconnaissez que nous avons une âme? Moi, j'étudie, si vous voulez, un phénomène, ce que me disent les gens, tout simplement. Donc, il y a une notion. Chez les Tuvas, chez qui j'ai travaillé, c'est Sunezine. C'est l'âme, et puis il y a les humains, ils ont tous une âme, ils en ont plusieurs même, 7, les âmes ont plusieurs manteaux, tout ça, et donc souvent le diagnostic d'une maladie, d'un problème, de quelqu'un qui va de moins en moins bien, c'est qu'il a perdu une de ses âmes, il a perdu un manteau qui est porté par l'âme, et donc le chaman ou la chamane, son boulot, c'est d'aller récupérer cette âme par un voyage de sa propre âme, sachant que ce qui distingue les chamans des profanes, c'est que chez un chaman, c'est normal et c'est pas dangereux que son âme sorte de son corps, parce que sa fonction est de façon innée. C'est un être qui est ouvert comme ça, à des mouvements centrifuges de son âme qui sort de son corps et des mouvements centripètes d'esprit qui vont à l'intérieur de son corps. Et ça, c'est tout à fait différent chez les profanes. C'est au contraire, chez les Tuvas, c'est perçu comme quelque chose de très très dangereux, de perdre son âme. Donc ça peut arriver pendant le sommeil, l'esprit ou l'âme qui sort du corps. Alors il ne faut pas réveiller la personne en sursaut, parce qu'il faut laisser le temps à l'âme de réincorporer le corps et de s'y installer tranquillement. C'est pour ça que les gens mettent des ceintures aussi assez serrées autour du corps pour empêcher l'âme de s'échapper. Il faut toujours avoir un chapeau. Les chamans, c'est un peu l'inverse. Le costume chamanique, il est ouvert, il n'y a pas de ceinture. Il y a des chamans, elles avaient des trous sous les aisselles pour laisser passer les esprits. Il y a un certain nombre de zones du corps, le haut du crâne, les aisselles, toutes les ouvertures du corps par lesquelles des esprits peuvent passer. Donc moi, ce que j'ai étudié dans le livre, c'est finalement d'un point de vue occidental, ça vous avez raison, c'est extrêmement bizarre. C'est que cette histoire d'âme qui sort du corps et de gens qui participent à un rituel et qui assistent à ce phénomène d'entourer un chaman dont l'âme est en train de sortir et ensuite il revient. Donc j'ai essayé de voir comment les différentes sociétés boréales le vivent et le partagent. Et en fait, il y a des tas de techniques très très différentes. Et quand on parle de voyage de l'âme dans le chamanisme, en fait, on réunit en sandwich énormément, une grande richesse de techniques. Chez certains peuples, c'est en rêve. Donc comment ça se passe? Le chaman, il est allongé, il s'endort, et éventuellement même, il est tout seul chez lui dans sa chambre, et il va raconter aux gens ensuite comment il a voyagé, comment son âme a voyagé. C'est une technique. J'ai appelé ça le voyage allongé. Et il y a une autre technique, voyage en direct ou online. Ça consiste pour le chaman à montrer, et du coup à faire partager son expérience avec le public. Donc il va se mettre à imiter des mouvements qui s'envolent, qui part vers le ciel. Il va escalader une échelle pour montrer qu'il atteint le premier ciel, le deuxième ciel. Et là, tous les gens, comme s'ils montaient là à l'échelle, par exemple, et tout le monde le voit, et tout le monde sait où est-ce qu'il en est. Et en plus, il chante. Dans son chant, il raconte quelles sont les étapes du voyage de son âme. Mais alors, c'est assez ambigu parce que les gens assistent à une scène où, au milieu d'eux, il y a ce personnage, ce chaman qui bouge, qui va se battre avec des esprits, par exemple. Sauf que la scène, elle est censée se passer très loin. Elle est censée se passer au 7e ciel, au 8e ciel. Il est censé rencontrer tel et tel esprit. Donc on a une sorte de décalage entre ce que les gens voient, les perceptions visibles, et le sens réel de la scène qui est invisible puisqu'il se passe en réalité très très loin. Et là, le corps du chaman fait office comme d'une ombre chinoise. C'est un peu projeté, ou comme un écran de télévision. Quand on assiste à une cérémonie, on l'a sous les yeux, mais on sait que la réalité se passe très loin. Il y a un décalage comme ça, et en même temps une synchronisation dans le temps, décalage dans l'espace mais synchronisation dans le temps, qui fait que j'ai appelé ça voyage online en direct. Et c'est tout à fait fascinant de voir la richesse des techniques par lesquelles les chamans font partager
ce voyage aux gens par le geste, les imitations de cris d'animaux, des mimes, et puis par le chant, et aussi par toute une iconographie très très riche que j'essaye de décoder donc, dans mon livre. Oui, en Mongolie, le chaman va vraiment raconter ce qu'il est en train de faire. Donc il te fait participer, il fait vraiment vivre le voyage avec le tambour, avec les chants. Il va dire, voilà, j'ai traversé les 7 montagnes, je suis venu en traversant l'océan, j'ai marché dans la neige. Donc ça va être comme ça des récits très détaillés de tous ces endroits qu'il a traversés pendant son voyage. Alors nous, on a tendance à voir le chamanisme un peu comme un seul ensemble. Effectivement, ce qui est intéressant aussi dans votre travail, Charles, c'est que vous distinguez des pratiques en fait très différentes, et notamment 2 grandes classes que vous avez faites, qui sont la pratique hiérarchique, la pratique hétérarchique. Vous appelez tente claire, tente sombre. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a des pratiques où en fait les participants dans ce que vous appelez la tente sombre sont invités, en fait participent au rituel au même titre que le chaman, font le même voyage peut-être que le chaman, alors que dans les autres pratiques, il y a cette figure d'autorité qui est le chaman, un peu l'équivalent du prêtre en quelque sorte, qu'on écoute et dans une posture passive finalement. Oui, alors en fait, ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'était de lire de la psychologie sur l'imagerie mentale et sur les techniques qui permettent de la rehausser, de l'augmenter. Alors il y a des techniques, des psychotropes tout simplement, c'est très efficace, mais il y a des techniques plus subtiles et qui ne sont pas moins efficaces. Vous mettez quelqu'un dans une pièce noire, absolument insonorisée, pendant quelques heures, eh bien, au bout de ces quelques heures, il a autant de visions hallucinatoires que s'il était sous psychotrope. Ça nous montre l'efficacité de ce qu'on appelle la déprivation sensorielle, le fait de couper les perceptions. Et des neurophysiologistes me disaient qu'ils l'observent avec des gens qui ont un traumatisme, qui ont une lésion cérébrale, qui affecte les afférences sensorielles, donc ce qui vient des sens. Et ça booste énormément l'imagerie mentale. Et ces pauvres gens, du coup, sont obsédés par sans arrêt des figures qui leur apparaissent, qui interfèrent dans le champ visuel, etc. Et les neurophysiologistes me disaient, c'est exactement une tente sombre. Ces gens-là, ils sont comme dans une tente sombre. Alors la tente sombre, c'est un rituel pratiqué dans les traditions chamaniques sur une zone absolument immense, circumpolaire. Ça va de l'Oural au détroit de Bering, ensuite à travers l'Asie du Nord jusque chez les Indiens des plaines, chez les Sioux. Ça consiste en ça. Des gens se réunissent dans une tente la nuit. Il faut être dans le noir absolu. Donc ils sont calfeutrés hermétiquement. On éteint le feu, alors que normalement les gens, ils ont un feu en permanence pour se chauffer. Là, on l'éteint. Et le chaman, curieusement, on le ligote. Il n'a plus le droit de bouger, il est mis sous une couverture. Et le chaman, c'est quand même l'officiant principal. Donc imaginez dans une église, si on ligotait le prêtre, on le mettait sous une couverture, et là, il commence à se passer des choses. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à entendre des bruits, des grognements d'ours, des bruissements, des battements d'ailes, des coassements, des cancanements. Et ce sont différents animaux qui arrivent et qui vont faire leur bruit habituel et en plus se mettre à parler. Et là, c'est le moment fondamental dans ces sociétés où chaque chasseur, c'était de chasse-cueillette souvent, peut communiquer sur un mode social, peut avoir un dialogue humain avec les proies et les prédateurs de la vie quotidienne. Et là, ce qui est important, c'est que c'est très égalitaire, parce que le dispositif, vu que tout le monde est dans le noir, a clairement pour but de stimuler au maximum l'imagerie mentale et donc de permettre à chacun de concevoir ces êtres et de nouer avec eux un dialogue aussi riche que possible, en direct. Et puis il y a le rituel de la tente claire, qui là est une opposition assez structurale, assez fascinante. Et en fait, ces deux mondes se construisent un peu l'un contre l'autre, c'est pas par hasard. Il y a une compétition entre ces deux mondes. Et là, au contraire, le feu est allumé. Le chaman n'est pas ligoté, il devient le personnage central, une espèce de prêtre. Il a un costume très riche avec de nombreuses figurines. Vous pouvez en voir au musée du Quai Branly, on a des exemples. Il a un tambour, alors souvent, il y a des dizaines de figures qui sont peintes, il représente le cosmos. Et il devient l'intermédiaire indispensable de la collectivité pour communiquer avec l'invisible. Désormais, c'est en lui que se jouent les dialogues. Les gens ne peuvent plus ou rarement communiquer directement avec les esprits. Et
et c'est toujours par son intermédiaire, qui est revendiqué. Il devient une sorte de diplomate. Et là, on est dans un contexte hiérarchique, effectivement. Donc c'est aussi des formes de société différentes. C'est des formes de rapport à l'invisible différents, monopolisés par un expert. C'est des rapports aux rêves différents. Enfin, tout est différent là-dedans, entre ces deux mondes. Est-ce que cette déprivation sensorielle, c'est le principe qu'on avait dans la Grèce antique, finalement dans les écoles qu'on appelait l'école à mystère? On faisait passer les gens dans des labyrinthes aussi, dans le noir complet, non? C'est autre chose? Parce que c'était initiatique aussi. Non, c'est universel, oui. Tout le monde sait que dans le noir, on peut faire des choses intéressantes, jouer à se faire peur ou plus, ou faire émerger l'invisible beaucoup plus facilement. Hein. Et les gens vont expliquer, en tout cas en Sibérie, on a les yeux du corps et puis il y a les yeux de l'âme. Donc c'est clairement distingué. Et les chamans, ils ont des yeux de l'âme, mais qui peuvent être représentés sur une coiffe. Donc là, il y a les yeux du corps, et là, il y a les yeux de l'âme qui sont figurés. Et donc, il y a effectivement beaucoup de sociétés à mystère qui vont travailler là-dessus. On peut penser, je le crois, que tout l'art paléolithique qui se situe dans des cavernes joue énormément sur ce contraste entre l'obscurité totale et le silence total dans les grottes. Et ça vous prend d'une façon absolument terrible quand on est au sein d'une grotte, dans le noir absolu. Et la lumière qu'on peut... Alors quand on visite des grottes, ça ne marche pas du tout maintenant parce qu'on a des éclairages électriques. Il faudrait les visiter avec un petit flambeau, une lumière vacillante qui met en relief toutes ces figures qui disparaissent, apparaissent. C'est un jeu comme ça entre l'obscurité et la lumière, le visible et l'invisible. À mon avis, c'est des dispositifs qui prennent sens quand on prend en considération les effets de la déprivation sensorielle. Laetitia, dans votre pratique de thérapeute? Non, je voudrais rebondir sur donc ces deux structures-là, ces deux chamanismes différents, là, le hiérarchique et le hétérarchique, comme vient de nous l'expliquer Charles, pour dire qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on voit avec le néo-chamanisme et tous les mouvements de renouveau chamanique en France, c'est qu'on est vraiment dans cette forme de chamanisme partagé, qui n'est plus du tout hiérarchique, hein, puisque justement, il n'y a pas cette protection à la transe là, des profanes. Hein, quand tu parles de Chico Kogorov aussi, là, qui parle de l'auto-limitation oui. de la pour éviter cette contagion finalement de la transe. Aujourd'hui, finalement, ce qu'on recherche dans tous les mouvements, les festivals, les stages et tout ça qu'on peut trouver en France, c'est au contraire cette contagion de la transe. Donc on est vraiment dans ce deuxième chamanisme qui serait non hiérarchique, où du coup, ce qu'on en recherche, c'est que tout le monde ait des sensations, des perceptions, etc. Et que ce ne soit plus réservé uniquement aux chamans. C'est pas un mix des deux un peu, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de cérémonial, de costumes, de tambours aussi dans le néo-chamanisme. Mais on passe beaucoup par l'expérience. Il faut que ça soit une expérience vécue. Et justement, cette expérience vécue, en principe, elle n'est vécue que par le chaman dans les sociétés traditionnelles. Le cas occidental est très ambigu. Est-ce que tu penses que ce néo-chamanisme, on pourrait l'appeler hétérarchique? C'est une question très très difficile, mais en fait, on ne peut pas l'aborder, je pense, sans prendre en considération la question générale de la hiérarchie dans les sociétés occidentales. Et là-dessus, on est extrêmement ambigu dans nos sociétés par rapport à la hiérarchie. Alors, il y a Louis Dumont, anthropologue qui travaille sur les castes en Inde, qui définit la société Homo hierarchicus, c'est le monde indien avec les castes, avec les basses castes et les hautes castes. Et puis le monde occidental, c'est la démocratie et l'égalité. Homo equalis, l'homme égalitaire. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que nos sociétés, en réalité, ne sont pas du tout égalitaires. Il n'y a jamais eu de société aussi inégalitaire que les nôtres, avec une répartition aussi inégalitaire des richesses, de l'accès au savoir, etc. Et ça, c'est un petit peu... on peut dire soit l'ambiguïté, soit la schizophrénie de nos sociétés. Mais si on reste sur cette idée d'ouverture ou de fermeture, oui, tu vois, dans cette propagation de l'ouverture. Eh ben, concrètement, sur le cas chamanique, moi, en analysant en termes de type d'imagination, ce qui me frappe dans les pratiques chamaniques occidentales, c'est d'une part le côté très démocratique, c'est sûr, l'idée qu'on va tous être chamans, en tout cas tous ceux qui viennent, qui veulent bien être présents. Et en même temps, c'est extrêmement guidé. Parce que, en tout cas là où j'ai participé, il y a un expert qui est le vrai chaman, quoi, et puis les apprentis. Et donc là où j'ai participé, on était très guidés, on nous disait c'est de la visualisation mentale, donc vous allez tous en même temps vous représenter une petite maison, dans la petite maison vous représentez tous en même temps un petit nid, dans le petit nid vous mettez un petit œuf, et dans le petit œuf il y a un petit dragon.
c'est en fait le modèle de l'école et le modèle d'une transmission didactique qui est absolument étranger à toutes les traditions chamaniques non occidentales, où il peut y avoir un guidage, mais en tout cas en Sibérie, les gens refusent absolument toute idée d'avoir été formés par quelqu'un d'autre. Tous les gens, je leur demande comment vous avez appris à être chaman. Jamais appris, c'est de naissance. Et nous, dans nos sociétés, on valorise l'apprentissage parce qu'on a une vision scolaire de la transmission des savoirs et on a besoin de maîtres, on a besoin de professeurs, alors que dans beaucoup de traditions chamaniques, c'est pas le cas. Et même s'il y a des professeurs, ils vont dire à l'impétrant, tu vas aller dans la forêt et c'est là que tu vas apprendre. Je pense aussi, quand on parle de cette dimension partagée du néo-chamanisme, il faut rappeler qu'entre les traditions anciennes du chamanisme et ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu un mouvement qui s'appelle l'humanisme, qui a cherché à mettre en avant l'humanité, l'être humain. Donc, à partir de la Renaissance et à partir de l'humanisme, on va chercher à mettre en avant l'être humain, ce qui va, d'une certaine manière, aboutir à l'individualisme. C'est-à-dire on est aujourd'hui très marqué par l'envie de vivre quelque chose au niveau individuel. Donc c'est quand même une énorme bascule, une énorme différence par rapport au chamanisme traditionnel. Et ce dont on parle aussi quand on parle du chamanisme d'aujourd'hui, c'est finalement du mouvement de développement personnel, ce qu'on appelle le New Age. Et là, il y a aussi des biais dans ce mouvement-là, qui sont cette nécessité de passer par ce vécu individuel, mais qui est presque de l'ordre de la petite personnalité, le moi, voilà, et où on perd parfois la notion de la complexité de la psyché. Donc il y a un focus sur l'individu qui est pas négligeable et qui fait une grande différence par rapport aux traditions. Justement, je voulais poser la question à Laetitia, quelles sont un peu les limites de cette transposition en fait, de traditions comme ça dans le monde moderne, ce qu'on appelle donc le néo-chamanisme? Est-ce qu'il n'y a pas des contresens énormes qui sont faits finalement? On se méprend, on se fourvoie peut-être en imaginant des choses qui ne correspondent pas du tout aux pratiques traditionnelles? Oui, déjà le premier gros malentendu de départ, c'était cette idée de voyage chamanique, justement, parce que c'est le thème là aujourd'hui. Parce que nous, les sociétés qu'on connaît avec Charles, en Sibérie ou en Mongolie, en principe, il n'y a que le chaman qui voyage. Alors qu'aujourd'hui, justement, il y a des stages pour apprendre à voyager. Et ça nous vient de Michael Arner, justement, qui est parti sur cette idée de core shamanism, du chamanisme qui était dépouillé de toute tradition et de tout folklore, pour revenir à cette idée essentielle au tambour, avec une consigne de départ, partir dans des mondes imaginaires, alors qu'ils sont imaginaires parce qu'au départ, il faut bien parler d'imagerie mentale, etc. Après, il y a des gens qui peuvent penser que c'est un vrai monde parallèle, mais chacun ses croyances. Enfin, voilà. Il y a pas on peut très bien penser que c'est un monde parallèle, on peut très bien penser que c'est de l'imaginaire, mais peu importe, finalement, le voyage se fait. Voilà. Donc il y avait quand même cette grosse différence au départ, voilà, de tous voyageurs ou uniquement le chaman qui voyage. Ensuite, de voyager pour soi ou pour les autres. Puisque justement, si le chaman voyage, par exemple pour aller récupérer des bouddhas, etc., comme en parlait Charles, il le fait pour la personne qui est là devant lui, pour un client, pour quelqu'un qui est venu lui demander de l'aide. Alors qu'aujourd'hui, dans le néo-chamanisme occidental, on voyage pour soi. Alors le chaman voyage aussi pour soi au départ quand il est en phase d'apprentissage. Parce que même si, comme disait Charles, il n'y a pas vraiment de relation maître à disciple, moi en tout cas en Mongolie, il y a un système d'apprentissage, il y a quand même des maîtres et des apprentis, puisque ce qui va être appris, transmis, surtout sous forme d'entraînement, ça va être cet accès au voyage. Et ensuite, le maître va dire, de toute manière, les esprits t'apprendront. Hein, donc c'est vraiment comme si quand même l'apprentissage et la transmission,
se fait comme une technique qui permet d'accéder à ce voyage, mais qu'ensuite, toutes les informations, bien sûr, viennent des esprits. Donc c'est pour ça que les chamans, souvent, disent non, je n'ai appris de personne, si ce n'est des esprits. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée fausse sur le fait que les chamanismes utilisent des substances psychotropes, alors qu'il semblerait que ce soit une minorité, finalement, d'après ce que j'ai compris dans votre livre, Charles, que l'usage de l'ayahuasca, dont on parle beaucoup. Alors, il y a aussi, bien sûr, le peyote et tout ça. En Sibérie du Nord-Est, il y a la manite tumouche. Mais c'est minoritaire, finalement, ces pratiques-là? Ah oui, oui. Oui, oui. Alors statistiquement, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, c'est pas du tout universel. En Sibérie, oui, c'est minoritaire. En Amérique du Nord, il n'y a aucune consommation de psychotropes. C'est beaucoup plus un travail sur le rêve. Finalement, l'état mental véritablement universellement utilisé dans les traditions chamaniques, c'est bien le rêve. Et le rêve qu'il faut entendre dans un sens assez large. Si on voit chez les cris d'Amérique du Nord, par exemple, quand ils vont dire « c'est en rêve que j'ai appris ça », ah bon, c'est la nuit, et là on vous montre, là, le vieux il est en train de rêver. En fait, il est debout, il est éveillé, il n'est pas spécialement en train de dormir. Donc il faut concevoir un rapport à l'esprit comme un grand continuum, hein, comme je disais, qui inclut pas seulement des états exceptionnels sous psychotropes, mais aussi des états de la vie quotidienne. Et les psychotropes vont être plutôt utilisés, David Kopenawa en témoigne beaucoup, pour stimuler une certaine ouverture et qui va être utilisé dans le rêve également. C'est le rêve qui est la source principale de production de cette imagerie, de cet accès à l'invisible, et qui est donc tout à fait accessible à chacun d'entre nous, sans faire un long voyage en Amazonie et payer des milliers d'euros pour prendre des psychotropes. Oui, après, ça va être des quêtes de vision aussi, avec quelques jours de jeûne, par exemple. Voilà, qui peuvent aussi mettre dans un état... On a des visions simplement en jeûnant. Voilà. Mais est-ce que le psychotrope provoque pas justement une intrusion du rêve dans la vie éveillée, un rêve éveillé, justement? Oui, oui, tout à fait. Alors les sociétés, en tout cas en Asie, qui privilégient la prise de psychotropes, la manite tumouche, ça va être les sociétés les plus égalitaires, parce que c'est un moyen, si on veut, d'accéder à l'invisible de façon très rapide et très efficace, sans avoir besoin d'un grand talent, comme les grands chamans des sociétés hiérarchiques, qui se revendiquent d'appartenir à des lignages héréditaires sur plusieurs générations. On court-circuite tout ça, on court-circuite les apprentissages, l'entraînement, quand on prend les psychotropes. Mais avec du danger, d'après les participants, parce qu'on peut avoir des frayeurs terribles. Et donc, il faut que ça soit collectif. Et les gens vont s'entraider, se soutenir. Et le but, ça reste d'en tirer un enseignement sous forme de chant ou de formules magiques. Ça, c'est très frappant que dans les sociétés qui prennent les psychotropes, comme la manite tumouche, on a des phénomènes religieux extrêmement éclatés. Vraiment un phénomène de diffraction à l'infini, puisque chacun se constitue en quelque sorte sa religion à partir de ses visions, des visions sous l'emprise de psychotropes, dans les rêves qui sont aussi extrêmement stimulés par le psychotrope quand on s'endort après. Eh bien, ils ont des visions, ils nouent des contacts avec des esprits qui vont être des guides dans leur vie quotidienne. Ça va être le loup, par exemple, pour tel individu, pour un autre, le castor ou la mouette. Et ils nouent une relation intime avec cet animal qui ensuite les guide au quotidien et leur enseigne des choses, des formules magiques, des chants secrets, des chants personnels, des formes de rituels aussi, de sorte que chacun a un petit peu sa religion à lui. Ouais, ça, je crois que c'est hyper important. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier la dimension, entre guillemets, festive de ces substances, dans le sens où elles sont dans la nature, tout le monde y a accès. C'est festif ici. Oui, non, mais ça l'est aussi. Enfin, c'est pas vraiment festif. Si, ça l'est aussi. C'est-à-dire, ils sont aussi des fois dans des états d'être qui sont de l'ordre on va dire du partage d'un état ou de. Il y a des. Voilà, l'ayahuasca, c'est pas festif, hein? Non, pas l'ayahuasca, mais il y a quand même avec des prises de champignons, il y a quand même des états où les gens, prennent des champignons de manière un peu. Tu veux dire qu'il y a un aspect ludique?
Oui, il peut y avoir Oui, aussi, tout à fait. c'est pas toujours ritualisé, c'est des substances qui sont accessibles à tout le monde et qui peuvent être parfois prises voilà, juste pour passer une bonne soirée. Enfin, c'est aussi dans ces, voilà, il y a C'est aussi le but cet d'un usage-là. rituel, hein, de passer une bonne soirée. Il n'y a pas du tout une dichotomie entre le jeu et le rituel. Alors, chez les Koryak ou les Tchouktches, où l'usage de la manite tumouche est très très généralisé. Alors, il y a des usages comme dopants, simplement. Donc quand on est fatigué, il faut courir après un troupeau de 3000 rennes toute la nuit parce qu'il faut les garder. Et bien là, on peut prendre un petit peu à petite dose et ça renforce physiquement. À plus haute dose, pour avoir l'effet hallucinogène, c'est collectif. Et c'est vrai que quand les gens en prennent à plusieurs, ils commencent à faire des imitations d'animaux, c'est des danses, c'est très très joyeux, c'est hurlements d'ours, tout le monde se transforme en mouette ou en phoque et chante à tour de rôle le chant personnel inspiré par le champignon. Oui, parce qu'on a cette idée des cérémonies comme étant très sérieuses, et elles le sont souvent, mais des fois, voilà, il ne faut pas oublier qu'autour, il y a la famille, il y en a qui dorment dans un coin, et puis l'autre qui est en train de faire quelque chose. Et, enfin, on est quand même dans des cadres où voilà, la vie quotidienne se mélange aussi. Voilà, oui, ça toujours, oui. Mais je voulais revenir sur quelque chose de très important qu'a dit Charles, c'était le fait que par ces voyages chamaniques, là, successifs, on va dire, par accumulation, le praticien se construit sa propre pratique. Et c'est vraiment ça qui est important dans le chamanisme. C'est pour ça qu'on dit que voilà, c'est pas une religion, c'est pas dogmatique, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est ouvert, c'est flexible. Parce que justement, on passe par l'expérience. C'est vraiment l'expérience vécue, qu'elle soit sensorielle ou mentale, qui construit un univers, qui construit une pratique. Et ça, on le voit bien dans les apprentissages, hein, quand les chamans sont en apprentissage. C'est qu'au fil du temps, par rapport à des rêves, à des expériences, etc., ils vont avoir des relations avec certains esprits, certains animaux, qui vont apparaître sur leur costume, qui vont apparaître en objets. Donc c'est le chaman aussi qui écrit sa propre histoire pendant cette période d'apprentissage et tout au long de sa pratique, et qui crée son propre univers. Et on voit ça très bien dans le néo-chamanisme en Occident. C'est que vraiment, on passe par ces expériences vécues qui écrivent une histoire dans laquelle la personne vraiment peut s'inventer, se réinventer. D'accord, très bien. Donc on s'approche de la conclusion. C'est bien que vous ayez utilisé ce mot de hallucinogène parce que je trouve que ça illustre, ça boucle un peu la discussion, ça illustre vraiment le hiatus entre notre regard occidental et puis la vision que eux ont de leur propre pratique. Parce que hallucinogène, ça suppose que ça génère des hallucinations. Et une hallucination, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Alors que si on emploie par exemple le mot psychédélique, c'est quelque chose qui révèle l'âme. Donc on voit bien qu'on est dans des... Pour eux, pour les chamans, d'après ce que j'ai compris moi, pour en avoir parlé avec des gens qui ont fait les expériences aussi, ce ne sont pas des hallucinations qui sont provoquées par ces produits-là, en l'occurrence pour rester sur les psychotropes, hein, ce sont des visions. C'est très différent, non ? Oui, alors on est vraiment obsédé par cette question, est-ce que c'est vrai ou pas ? Moi je veux dire, sur le terrain, ce qui m'a frappé, c'est que déjà il n'y a pas du tout de consensus entre les gens. Qu'il y a des gens qui vont dire lui c'est un vrai chaman et d'autres vont dire non lui c'est un faux, c'est un imposteur, que les gens ne tranchent pas très rapidement, qu'ils vont laisser souvent la question ouverte. Les gens qui participent à un rituel, mettons, ils ont fait des mauvais rêves, voilà. Quelqu'un fait beaucoup de mauvais rêves, sa femme aussi se met à faire beaucoup de mauvais rêves, il se pose des questions. Est-ce que c'est des visites de mauvais esprits ou pas ? La réponse, c'est pas dogmatique. Hein. C'est pas qu'ils vont dire oui, tout mauvais rêve, c'est des mauvais esprits. Non, on ne sait pas. On se pose la question. Là, on consulte un expert, un chaman qui est censé y voir mieux que nous. On le consulte, on l'écoute poliment, il nous raconte des choses, il fait un rituel, on fait exactement tout ce qu'il nous dit de faire, d'amener du lait, d'amener du genévrier, de le faire brûler, des rubans de telle et telle couleur, les gens obéissent. Et puis ensuite, on leur demande qu'est-ce que vous en avez pensé. En fait, c'est un imposteur, il est venu juste boire un coup, celui-là, il nous a dit n'importe quoi. Ou au contraire, on ne sait pas bien, on verra bien dans un mois si ça a marché ou pas. Voilà, donc c'est une attitude très très ouverte et il ne faudrait pas imaginer que nous on est sceptiques, on refuse tout, et puis qu'eux par contre ils croient bouche bée à tout et n'importe quoi. Et en termes de vision également. Et en termes de contenu même des visions, et même sous psychotrope,
ou hallucinogènes, peu importe les termes pour moi. Enfin, c'est pas moi qui les ai inventés, donc je prends ceux que utilisent les gens qui travaillent en pharmacologie. Eh bien, les visions qu'on peut faire peuvent être fausses ou pas, peuvent être effectivement révélatrices de quelque chose qui va arriver ou qui s'est passé, ou bien peuvent être trompeuses, il faut pacifier. Les gens peuvent tout à fait admettre l'idée qu'on se trompe, qu'on a des visions erronées, que des gens mentent. Évidemment, c'est pas des naïfs. Hein. Ils font la différence entre la vérité et le mensonge. En Mongolie, il n'y a pas de psychotropes, mais les chamans voient. Et on ne va pas se dire... Enfin voilà, la question n'est jamais posée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il a vu? Bon, il a vu, point. Voilà. Ok. Alors, on conclut parce qu'on arrive au bout. J'aime bien cette idée que vous évoquez, qui est cette écologie de l'imagination. Vous dites qu'il faut réapprendre à subjectiver le monde parce qu'effectivement, on vit dans un monde qui va mal, et notamment parce qu'on l'a transformé en objet de savoir et d'exploitation. Et vous dites qu'il faut réapprendre. Et nous, on a perdu en fait cette capacité à imaginer parce que y a quelque chose qui s'est substitué à ça, qui est le cinéma, la lecture, les jeux vidéo, etc., les mondes virtuels. Et vous dites que voilà, ça c'est une leçon qu'on peut prendre de ces traditions-là, c'est de réapprendre à imaginer pour resubjectiver le monde, c'est ça? Oui. Alors l'idée, c'est qu'il faut vraiment essayer d'échapper au dualisme réel-imaginaire parce qu'il est stérile et il correspond à rien. Et il ne correspond pas à la réalité de la vie des humains sur Terre. Je vous donne l'exemple de... alors nous, on oppose typiquement, oui, on a des usages de l'imaginaire, c'est la fiction. Il y a la fiction d'un côté et puis il y a la réalité de l'autre. Tous les exemples que vous citiez, le cinéma, les romans, etc., c'est des usages de l'imaginaire qu'on a et qu'on catégorise, c'est de la fiction. Et après, on revient dans le monde réel. Mais en réalité, si on s'intéresse d'un point de vue anthropologique et archéologique aussi, comment nous, notre espèce, elle a développé une telle capacité à l'imagination. À quoi ça nous servait? À quoi ça servait à nos ancêtres au Pléistocène quand on vivait dans des univers totalement différents de celui-ci? Ici, je vois absolument rien de naturel. On est dans un univers complètement artificialisé, complètement produit par nous. Mais l'esprit humain, il s'est mis en place au Pléistocène, à une époque où il y avait très très peu d'humains sur Terre, et on était en train de côtoyer quotidiennement des proies et des prédateurs. Et c'est dans ce contexte-là que l'imagination elle a émergé. Elle était utile, elle était nécessaire, elle nous servait à nous comprendre les uns les autres, parce que pour avoir de l'empathie pour quelqu'un, pour écouter sérieusement quelqu'un qui me raconte une histoire, ses problèmes, ses émotions, il faut être capable de se mettre dans sa tête, de voyager dans son esprit. Et ça, c'est une mobilisation de l'imagination qui est absolument indispensable pour la vie humaine. Ça ne nous envoie pas dans l'irréel. On ne serait pas capable de parler entre nous si on ne mobilisait pas en permanence notre imagination. Et bien c'est la même chose pour nos communications, nos relations sociales avec l'environnement non humain. Sauf que dans notre société, on l'a évacué. Vous regardez autour de vous, il n'existe plus l'environnement non humain. Mais dans d'autres sociétés, au contraire, on voit que l'imagination elle est centrale pour cette communication-là. Et c'est pour ça qu'il y a une écologie de l'imagination, parce que l'enjeu de ce que les sociétés font de leurs rêves et de leurs compétences imaginatives en général, il est directement corrélé avec ce qu'elles font de leur milieu vivant. Les sociétés qui sont plus capables de rêver, ces sociétés qui deviennent capables de détruire les forêts et les environnements autour d'elles, parce qu'elles sont plus capables de percevoir de la subjectivité, de l'agentivité dans l'environnement vivant. Elles deviennent capables de les objectiver totalement, d'en faire de la matière, des ressources. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Ça veut dire qu'on a mis sous le boisseau toutes sortes d'intuitions animistes qui sont présentes chez tous les enfants, qu'on constate, et simplement que nous, on a réussi, par l'éducation, à occulter et à taire. D'où le lien donc, entre l'imagination et l'écologie. Oui, et par contre, on a toujours ce besoin pour l'imaginaire. Voilà, c'est la littérature, c'est le cinéma, et ça fait complètement partie de notre vie aussi. C'est pas quelque chose qui est complètement à part. Au contraire, c'est quelque chose qui nous nourrit. C'est qu'on l'a extériorisé. Voilà, on l'a formalisé, alors que c'est quelque chose qui nous fait grandir, on l'a rangé et qui dans nous la enrichit, fiction, qui nous enrichit. Et ça neutralise l'imagination. C'est juste de la fiction. Et je pense que c'est intéressant. Mot de conclusion, ces derniers mots. Je pense que c'est intéressant de mettre ces données en parallèle avec ce qui se passe actuellement dans les neurosciences. C'est-à-dire que quand on étudie la conscience, on se rend compte qu'on est obligé de réhabiliter tous les outils subjectifs. On ne peut pas
objectiver la conscience comme une chose qui est à l'extérieur du champ de conscience de la personne qui est en train de l'étudier. Donc on est obligé de faire des boucles en fait entre objectivation du sujet qu'on étudie et le fait que tout se donne à nous dans la conscience, et donc de réhabiliter des méthodologies subjectives. Et je pense qu'il y a vraiment des bascules culturelles qui sont en train d'opérer en ce moment, qui sont la nécessité de réhabiliter tout ce qui est de l'ordre du sensible, de la subjectivité, et traditionnellement tout ce qui se relie à l'archétype féminin. C'est-à-dire que vraiment, il y a une réhabilitation profonde de tout ce qui est de l'ordre du corps, du sensible, de l'émotion et de la subjectivité qui se rapproche de l'archétype du féminin. Très bien. Laetitia, vous vouliez ajouter un mot ou... On a peut-être un temps de débat. Est-ce qu'on peut me confirmer? C'est mieux de prendre des questions. On a une question là-bas. Allez-y, le micro est là. Bonsoir, merci. Ma question s'adresse à Monsieur Stepanov, dont je suis en train de lire le livre. Vous avez évoqué les pratiques chamaniques occidentales et un stage que vous aviez fait dans votre conférence en expliquant que c'était très guidé et que c'était... je l'ai ressenti comme très opposé à ce que vous décrivez en tant qu'ethnologue dans votre livre. Est-ce à dire que, je vais être un petit peu cash dans ma question, les stages de chamanisme pour occidentaux, c'est du pipeau? Première question. Et deuxième question qui va un peu avec, est-ce que quelqu'un qui est de culture occidentale peut prétendre être accessible à une initiation chamanique d'une autre culture? Voilà. Alors non, bien sûr, c'est pas pipeau puisque ça existe et ça correspond à une demande effectivement de plus en plus de gens d'occidentaux. Donc ils vont puiser dans différentes traditions chamaniques certains éléments qui les intéressent, qui répondent à un besoin en Occident. Ça, c'est des transferts culturels. Il y en a dans tous les sens, d'un sens à l'autre. Et de même, en Sibérie, les gens ont capté certaines choses qui leur plaisaient. Par exemple, moi, il y a un chaman, il me parlait de missiles sol-air pour expliquer comment ils luttent contre la sorcellerie. Il y en a qui vont prendre la radio, plein d'éléments occidentaux qui sont utilisés par les chamans, mais ils ne prennent pas tout. Et de même, les occidentaux ne prennent pas tout dans le chamanisme. Ils prennent certains aspects qui les intéressent et qui, pour nous, anthropologues, sont aussi nous révèlent des choses sur pourquoi l'Occident prend ça et ne prend pas le reste, pourquoi on prend plutôt l'aspect quête personnelle, etc., et pas les aspects écologiques, beaucoup moins. Donc ça nous dit des choses sur nos conceptions de la personne par opposition à d'autres formes de conception. Merci. Oui, oui, bien sûr qu'il y a des occidentaux qui peuvent s'initier. Il y en a plein qui le font. Donc ça, c'est pas incompatible avec ce que disait Charles justement. C'est que cette capacité au voyage, à l'intuition, à l'empathie, etc., on l'a tous. Ce sont des capacités humaines d'Homo sapiens sapiens. Et que par des entraînements, des bonnes initiations, etc., c'est des choses qui peuvent être développées. On va dire qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres au départ, à la base, mais que ces facultés-là peuvent être développées. Et ça ne veut pas dire non plus que tous les stages en France sont bidons. Voilà, il y a un peu de tout, bien sûr, mais il y a des choses aussi assez sérieuses. Après, il y a ça part du postulat que tout le monde peut être chaman. Donc c'est aussi, de toute manière, pas traditionnel. Puisque, voilà... Les chamans mongols, moi, que je connais, au début, ne savaient même pas qu'on pouvait faire des stages de chamanisme. Donc déjà, le malentendu, il est là à la base. Alors, Myriam voulait réagir à l'intervention précédente en quelques mots. Voilà, j'ai eu juste besoin d'un petit peu de temps avant d'être sûre de ce que je voulais dire. Donc effectivement, l'avantage de la parapsychologie, c'est qu'elle vient objectiver des effets psy. Et on sait que les chamans... sont dotés de capacités psy. Donc c'est vraiment tout l'apport de la parapsychologie, c'est d'avoir mobilisé des méthodologies scientifiques pour venir étudier ces phénomènes paranormaux. Après, il ne faut pas oublier que la parapsychologie est prise dans des biais qui sont les mêmes que les biais de la science, qui sont les mêmes que les biais de tous les courants contemporains, qui sont effectivement un focus sur l'individualité, qui fait que je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il y a peut-être une perdition en termes de vision systémique.
Voilà. Et là, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Quand on isole un sujet pour étudier ses capacités et qu'on ne prend pas en compte le contexte, voilà, on est aussi avec des problématiques. Et d'ailleurs, les parapsychologues eux-mêmes le disent. Il y a une déperdition des faits quand on met un sujet dans un laboratoire par rapport au moment où on l'étudie sur le terrain. Et il se peut qu'il y ait des effets qui se produisent sur le terrain auxquels on n'a pas accès du tout dans le laboratoire. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu toute une science qui a objectivé ces effets et qui montre qu'il y a une interaction concrète, réelle, qui est effective. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, question, il faut venir prendre le micro qui est là, allez-y. Parlez bien près de la bouche. Ok. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ok. Bah, tout d'abord, merci beaucoup. Moi, je voulais énormément rejoindre votre point de vue. Je ne sais pas quel est votre professeur. Charles. Charles, voilà. C'est vrai que moi, je permets de témoigner parce que du coup, je suis d'origine africaine et donc on vit vraiment dans cette dimension vraiment chamanique où de base, en fait, tout est esprit. Et en fait, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tergivérer, quoi. Dans notre culture, c'est un fait. Et que la montagne a des sentiments exactement comme nous. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que en Occident, à cause finalement de la religion, et notamment de ce gros égrégore à travers le christianisme, où finalement, quand on regarde les textes de la Bible, je trouve que la nature, elle est totalement isolée, quoi. C'est-à-dire, c'est très, je trouve que les textes souvent bibliques sont très humanoïdes, sont très centrés sur voilà, et que finalement, il n'y a pas du tout, ne serait-ce que même la notion des ancêtres, qui est totalement en fait oubliée. Et est-ce que c'est pas pour ça que finalement, aujourd'hui, l'Occident souffre en fait de pouvoir avoir accès à cette dimension qu'un arbre peut parler, qu'un arbre a un esprit, parce que par exemple en Afrique, on sait très bien que les arbres sont nos ancêtres, qu'il y a des peuples qui vivent sur la Lune et qu'on peut communiquer avec eux. Donc c'était ma question par rapport à ça, si est-ce que, à cause de la religion qui est quand même dans l'inconscient collectif, de là où on vit, par exemple en France, est-ce que c'est pas ça qui fait que on peut pas s'imaginer que, par exemple, la forêt a des émotions? C'est une question très très importante et extrêmement débattue par les spécialistes de l'Occident, par les médiévistes, les spécialistes du christianisme. Moi, j'en parlerai simplement avec mon point de vue de spécialiste de la Sibérie. Il y a eu un retour critique de l'Occident sur ces questions-là. Il y a un article très célèbre d'un médiéviste qui explique que c'est la religion chrétienne qui est à l'origine de la crise écologique actuelle. Bon, c'est assez complexe parce que vous prenez la question de parler avec les arbres, par exemple. Moïse, il rencontre le buisson ardent et il établit finalement toute sa religion à partir d'un arbre, le buisson ardent, à partir du fait de monter sur une montagne. Ça, c'est exactement comme les expériences des chamans qui, d'ailleurs, des chasseurs m'ont raconté ça. Ils arrivent dans un lieu où ils sentent une présence, un grand vent, une tornade, c'est un peu comme la colonne dans le désert chez les Hébreux, et ils retirent leurs chaussures, ce qui est exactement le geste de Moïse quand il monte sur le mont Sinaï. Donc il y a des points communs. Maintenant, si on parle du christianisme, il ne faut pas considérer uniquement, en tout cas d'un point de vue anthropologique, on ne peut pas parler du christianisme d'après les théologiens, il faut prendre en compte le christianisme en tant que religion et donc les pratiques et les mythologies populaires. Vous avez énormément de mythologies paysannes qu'on connaît par le folklore, qui ne sont pas très lues, mais qui sont d'une richesse extraordinaire, qui valent les mythologies amazoniennes ou sibériennes, et qui nous expliquent comment l'ours est devenu ours, parce que c'était un homme qui faisait des farces bruyants, qui a rencontré Jésus sur un chemin. Il a fait une farce à Jésus, et Jésus lui a dit « tu vas rester un homme vulgaire et tu vas devenir un ours ». On a exactement le même récit en Sibérie, au Kamtchatka, simplement sous une version ici christianisée. Près de chez moi, dans le Perche, il y a un arbre qui date de plusieurs siècles, qui est vraiment la fierté du lieu, qui donne les armoiries d'ailleurs à la petite ville de La Loupe, en Eure-et-Loire. C'est un arbre dans lequel il y avait une petite niche, et dans cette niche, il y avait une Sainte Vierge. Et les gens venaient en procession pour rendre culte à la Vierge et à l'arbre en même temps. On a très clairement ici
une forme de culte de l'arbre christianisé. Et les révolutionnaires ont voulu détruire cet arbre, qui était un symbole de superstition, c'était le terme en 1789, et donc exactement finalement comme les soviétiques allaient abattre des arbres sacrés, Galsatchinak raconte ça en Mongolie, pour lutter contre la superstition. On l'a vécu en France, et les gens racontent que l'arbre a repoussé lui-même les haches des révolutionnaires qui du coup effrayés se sont dit c'est un arbre miraculeux, et ils ont laissé la Sainte Vierge dans son arbre. Donc on a en réalité, simplement il faut se donner la peine de voyager un peu dans la campagne, de lire aussi les sources de l'ethnographie de la France. On a un rapport à l'invisible, évidemment, très très riche comme dans toute religion dans le christianisme, et qui passe par des éléments naturels. Il ne faut pas oublier que le christianisme a aussi des traditions ésotériques à l'intérieur du christianisme, pour qui le monde est vivant. C'est-à-dire au XVIe siècle, on avait énormément de penseurs chrétiens qui avaient une vision d'un monde vivant avec des corrélations, des interactions dont on pouvait décoder les signes. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de religion chrétienne à proprement parler. C'est beaucoup plus complexe. C'est un ensemble de facteurs d'une progression vers... On avait eu un débat comme ça sur une table ronde, mais c'est vrai qu'il y a dans la Bible, il y a cette phrase qui dit il faut soumettre la nature. Donc ça part de là en fait. C'est de là, et effectivement, il y a eu cette réaction au Moyen-Âge, etc. De toute façon, ce distinguo nature-culture, il est proprement occidental pour le coup, parce qu'il n'y a pas cette distinction dans ces traditions-là. Est-ce que vous allez jusqu'à dire, comme Descola dans le papier dont je parlais, que la nature, ça n'existe pas ? C'est une espèce de provocation. Il a dit ça, il a dit la nature, c'est un concept occidental, qui n'a du sens à la rigueur que pour nous. Oui, tout à fait. Les gens qui travaillent sur l'écologie ou les géologues, effectivement, aujourd'hui, on est dans l'anthropocène. Donc, qu'est-ce que c'est que la nature en dehors de l'humanité? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des lieux naturels sur Terre quand le changement climatique il affecte absolument tous les lieux? Et a fortiori, les lieux où moi je travaille dans l'Arctique, le subarctique, c'est des lieux où toute la vie est modifiée en profondeur. Tous les écosystèmes sont complètement remodelés par l'action humaine. Donc tous ces univers qu'on qualifierait à première vue de naturels sont de plus en plus artificialisés. Donc c'est en ce sens-là que la notion de nature, elle n'existe plus. Et puis par ailleurs, c'est vrai que comme notion, historiquement, elle est produite par l'Occident moderne à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, dans une vision dualiste fondée sur l'idée que d'un côté, il y a l'humain, qu'il y a de l'esprit, qu'il y a de la culture, et de l'autre côté, il y a des phénomènes naturels qui sont soumis à des lois physiques auxquelles l'humain échapperait. Merci. Peut-être encore une ou deux questions ? Merci, bonsoir. J'avais une question par rapport aux chamans, à leur parcours initiatique pour devenir chaman. J'ai l'impression, d'après mes lectures, mais c'est peut-être une fausse impression, qu'il y a un aspect de souffrance. Le chaman passe par une initiation qui induit de la souffrance. Et je me demandais si c'est seulement certaines cultures chamaniques ou si c'était global et à quoi ça correspondait en fait. Oui, on peut parler de maladies initiatiques dans certaines traditions. C'est pas vraiment l'initiation qui va être douloureuse, c'est plutôt l'appel avant-coureur. Enfin voilà, c'est peut-être à l'adolescence ou en tant que jeune adulte, des gens qui peuvent avoir des crises de tétanie, des crises ou des maladies inexpliquées, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle la maladie initiatique ou ce qu'on peut appeler l'appel des esprits. Parce que les esprits appellent cette personne-là à devenir chaman pour répondre à un appel dans la lignée, que ce soit en Mongolie ou dans d'autres cultures. Il peut y avoir ce don chamanique qui est en lignée familiale. Donc on hérite le don des ancêtres, etc. Et donc le moyen d'appeler le candidat à la vocation chamanique, ça va être de lui infliger une maladie ou des successions de petits malheurs, des choses comme ça. Mais c'est pas partout pareil. Oui, alors moi sur mon terrain, ça passe effectivement par cette crise
déclenchement, j'appelle ça. Il se passe des choses dans le corps du jeune, il est traversé, il devient un corps ouvert en fait. Et ça fait mal, hein, la transformation d'un corps. Et je pense que c'est assez général. Les corps chamaniques sont des corps différents. Et il faut vomir, par exemple, en Amazonie. Alors, on parle de l'ayahuasca. Bon, c'est un hallucinogène, mais c'est aussi un émétique, surtout. Et l'aspect émétique, c'est-à-dire qu'il provoque des vomissements. Et ça, cette ouverture du corps, c'est aussi important que l'aspect hallucinogène. Et en Occident, on n'en parle pas trop, parce que ça attirerait peut-être moins les touristes si on disait que c'est un émétique. Oui, et laxatif aussi. Qu'est-ce que hein, ça tout veut ça. dire, émétique? Émétique, c'est une substance qui provoque des vomissements, et laxatif, ça fait aller aux toilettes. Diurétique aussi, vous savez. Donc il y a tous ces effets-là, mais qui ne sont pas du hasard. C'est l'idée d'ouvrir le corps, de faire circuler des tas de choses, de liquides, de substances au travers. Et c'est pas forcément désiré par les chamans. Hein. Il y a beaucoup de traditions. Au contraire, le fait de devenir chaman, c'est quelque chose qu'on va éviter le plus possible. Là où j'ai fait mon terrain, c'est le cas. Donc les gens résistent jusqu'à ce qu'ils comprennent que les esprits vont les tuer. La seule issue, ça serait la mort. Certains préfèrent la mort, hein, effectivement, il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui se suicident plutôt que de devenir chaman. Donc, et là, c'est vrai que par contraste avec l'Occident, on est vraiment dans un tout autre monde, hein, où les gens vont, en Occident, au contraire, essayer de chercher une initiation, une formation. Ils le désirent. Du point de vue des Tuvas, c'est plutôt le signe que ce n'est pas un vrai chaman s'il le désire. Parce qu'un vrai chaman, ça le traverse dans son corps. C'est quelque chose qu'il subit en réalité, comme une pression. Il y a ce terme d'être écrasé, écrabouillé, mangé par les esprits. C'est quelque chose de très violent. Merci beaucoup. Merci. Dernière question peut-être, mademoiselle ici. Oui, l'initiation, il faut mourir à soi-même pour naître à nouveau. Hein. Bonsoir. Moi, c'était à propos du néo-chamanisme. Donc, vous avez dit que c'est très différent du chamanisme traditionnel, que même c'est très individualiste. Et donc, je me demandais si le néo-chamanisme qui est pratiqué en Occident, est-ce que ce ne serait pas une appropriation culturelle par rapport à ces cultures où c'est toujours ancré et que nous, on essaye justement de se l'approprier? Question intéressante. Oui, bien sûr, oui, il y a une forme d'appropriation, c'est un emprunt. Alors, comme je disais, il y a partout des transferts culturels. Ce qui est particulier chez nous, c'est que occidentaux, on domine le monde, donc ça prend un aspect politique, toujours un peu, et je disais, quelquefois, on peut s'interroger sur un aspect néocolonial, hein, et mettre en parallèle le fait que de Sibérie, on vient prendre le gaz, le pétrole comme matière première, qu'on va raffiner ensuite pour en faire des objets commercialisables, du pétrole, de la marchandise. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu la même chose en utilisant le chamanisme comme matière première qu'on adapte à notre sauce, qu'on raffine pour en faire quelque chose de consommable et une marchandise? Alors le paradoxe, c'est quand on pense à ce que nous dit ce chaman Yanomami, David Kopenawa, il nous dit « Vous êtes le peuple de la marchandise ». Donc en fait, en faisant du chamanisme un objet commercial, au lieu d'écouter ce que nous disent les chamans, comme David Kopenawa, sur le fait qu'on n'est plus capable de rêver, qu'on n'est plus capable de communiquer avec nos forêts, au lieu de prendre au sérieux ce message-là, on transforme, on prend des petits éléments à notre sauce, on en fait notre petite chimie, et on reste le peuple de la marchandise. Oui, après, il y a quand même une volonté de retrouver nos propres racines occidentales. Donc, il n'y a pas que du chamanisme folklorique et syncrétique qui aurait fait un mélange de plusieurs traditions. Il y a une volonté de retrouver du sens. Il y a une volonté de retrouver du sens et d'aller chercher... il y a des gens au Pays Basque qui recherchent des traditions basques, les Celtes... Voilà, il y a des mouvements celtiques qui revendiquent un chamanisme celte. Voilà, et donc il y a quand même des mouvements aussi comme ça en France, en Occident, il y a en Europe de l'Est. Il y a des mouvements où vraiment ils essaient de rechercher ce qui était là sur leur propre territoire. Après, par rapport à l'appropriation culturelle... c'est vrai que par exemple les Amérindiens, enfin voilà, c'est plutôt les Navarros, Lakota, etc. Eux ont vraiment poussé loin ce concept d'appropriation culturelle et justement ne veulent pas transmettre.
Alors que dans d'autres sociétés, justement, enfin, que ce soit chez moi ou à Touva, enfin, que ce soit en Mongolie ou Touva ou d'autres endroits en Sibérie, il y a une réelle volonté de transmettre. Et c'est pas quelque chose dont ils se sentent dépossédés. Au contraire, c'est un partage. Voilà. Hein, donc, il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui est volé. Hein, au contraire, c'est des chamans mongols ou de Touva qui disent aussi, mais nous, au contraire, on veut partager ça parce qu'on veut que de plus en plus de personnes soient conscients pour protéger la planète, protéger, enfin voilà, pouvoir se soigner soi-même, etc. Donc, c'est plus dans le partage de cette ouverture qui devient plus généralisée. Les aborigènes, oui, il y a plein de chamans qui sont venus en France, notamment récemment. Ils sont peut-être prêts à partager leur savoir, aussi leur vision du monde, et pas forcément leur rituel spécifiquement aussi. Il y a peut-être voilà, l'idée de nous aider à retrouver du sens à nos existences en partageant leur vision du monde. Il y a aussi la vision parfois de ces peuples qui nous perçoivent, nous, comme étant dans un manque de maturité. C'est-à-dire qu'il y a aussi la volonté de nous aider à retrouver un équilibre et à grandir par rapport à certaines valeurs. Voilà, il y a aussi, nous, on se pense parfois supérieur, mais la situation inverse est réelle aussi, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ont un message à nous donner. Absolument, très bien dit. C'est le mot de la fin. Merci infiniment Myriam Gablier, Charles Stepanov, Laetitia Merli. Merci pour votre attention. Très bonne poursuite de cycle et bonne soirée à tous.